à Vostra. C'est l'une des 20 et quelques licornes françaises. Sunday App, c'est un énorme carton. C'est le groupe Big Mama qui a créé cette application. Enfin, ce sont les mêmes fondateurs. C'est une app qui permet de consulter des menus et de régler des additions de manière totalement limpide et sans friction dans les restaurants. Et surtout qui est passé de 0 à quelques milliers de clients restaurateurs en l'espace de moins d'un an, qui fait des recrutements par centaines de personnes. Bref, c'est une très 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 belle histoire d'hyper-croissance, racontée par Kevin, que j'ai eu l'immense plaisir de recevoir, et qui me donne plein d'insights j'allais dire du côté obscur de la force, mais c'est pas ça, de ce qui se passe derrière les portes de ces startups qui lèvent énormément d'argent, certes, mais qui s'attaquent à des problèmes avec des solutions uniques, différenciantes, innovantes. Et comment est-ce qu'on passe surtout de quelques personnes autour d'une idée à quelques centaines de personnes dans l'espace de quelques mois. Hyper intéressant, belle écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du panier. Je suis aujourd'hui avec deux invités et c'est un épisode un peu exceptionnel puisqu'on c'est le dernier épisode que j'enregistre en 2021 et que vous écoutez aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Kevin Mert, qui est Head of Sales, directeur commercial pour Sunday, que tu nous décriras dans un instant. Mais Sunday, que j'ai testé il y a un bout de temps, alors j'ai l'impression que c'était il y a des années, mais Kevin me confirme que c'était il y a à peine un an lors des tests. Sunday, c'est une plateforme, un moyen de paiement, qui est rapide, efficace, au restaurant et qui réinvente vraiment, c'est une innovation d'usage et c'est l'un des sujets qu'on abordera dans cet épisode, une innovation d'usage forte pour les restaurateurs et pour les clients des restaurateurs. Mais j'ai un autre invité et c'est assez exceptionnel, c'est Mathieu Stéphanie, mon associé. Alors je vais te corriger tout de suite, tu vois, je suis pas invité, je suis l'incruste. C'est très L'incruste. Je tape l'incruste parce que voilà, j'ai tapé l'incruste dans votre discussion tout à l'heure, tu me dis bon viens on va enregistrer ensemble, donc voilà. Le pauvre Mathieu s'est fait planter son petit déj, du coup il s'est dit bon je vais passer du temps avec. Ouais, et chambouler sa matinée, ses rendez-vous. Mais en fait, on a commencé une discussion qui était hyper intéressante sur l'avenir de la restauration et du paiement dans la restauration, et surtout l'innovation d'usage dans la restauration. Je me suis dit, allez, on va l'enregistrer parce que ça fait partie des sujets que j'ai envie d'aborder. Salut Matt. Salut Laurent, salut Kevin. C'est la première fois qu'on enregistre ensemble en dehors de l'intro qu'on a faite peut-être il y a 3 ans. Et je vais faire un gros podcast bombing. Salut à tous. Alors arrêtez tout de suite, allez écouter Génération de Whitworth et La Martingale, c'est deux podcasts qui sont beaucoup mieux que le panier. Mais voilà, abonnez-vous, vous êtes au début de l'épisode sur ces deux podcasts. Ça va être étonnant parce qu'un podcast après 2 ans et presque 150 épisodes, c'est comme je sais pas, une paire de chaussettes, une paire de baskets, un slip, tu vois, tu l'as fait à ta manière. Donc on te casse complètement ta routine, là. On te sort de ta zone de confort, Laurent. Je suis très très inquiet sur l'heure qui vient et ce qui va s'y dire. Sunday, moi j'ai été bluffé quand j'ai testé il y a 7 ans déjà. Donc l'été dernier, apparemment, quand c'était en test, j'ai testé chez Mama Primi. Mm-hmm. C'est une boîte qui a été fondée par les mêmes fondateurs que exactement le groupe, le Mama Group. Mm-hmm. Big Mama. J'ai été bluffé parce que c'était nouveau. En fait, j'ai scanné un QR code sur ma table. À l'époque, c'était, je pense, une des premières versions. J'ai mis un numéro ça m'avait situé dans le bon resto. J'ai rentré mon numéro de table. Bim, l'addition est sortie. Je pouvais payer, partager, recevoir mon ticket. Hyper efficace. À un moment où moi, très souvent, mais bon, c'est peut-être mon côté allemand, je m'impatiente un peu parce que l'addition, la machine, il faut qu'il arrive, bref. Donc une belle innovation. Vous avez levé près de 130 millions cette année, et une boîte qui scale à grande échelle, et ça fait aussi partie des sujets que j'aimerais aborder. Donc d'abord l'innovation d'usage dans un marché qui est vieux comme le monde et qui ne demande qu'à être transformé. Cette innovation, comment est-ce que vous l'apportez? Qu'est-ce qu'elle apporte aux restaurateurs, mais aussi aux clients? La tech qui est derrière. Alors, j'ai fait récemment une série spéciale sur le paiement, donc on est pas loin de ces sujets. Et puis le futur et comment est-ce que vous abordez le 2022 et les 10 prochaines années chez Sunday? Avec grand plaisir. Bienvenue Kevin, bienvenue Matt. Merci, salut. Raconte-moi un peu la genèse Alors, pourquoi tout à l'heure je te contredisais, je te disais c'est probablement pas il y a 2 ans ou 3 ans que tu l'as utilisé, parce que la genèse du projet, elle est très simple. Bon, on se rappelle tous dans quel état on était l'année dernière. Lockdown en mars, globalement. Et les restaurants commencent à réouvrir aux alentours de juin. D'accord ? Et chez Big Mama,
qu'est-ce que Victor et Tigran, les 2 fondateurs, voient? Ils voient des clients revenir en masse parce qu'on avait tous envie de retourner au restaurant, mais il faut se rappeler dans quel état d'esprit on était. Dès qu'on mettait les pieds dans le métro, dans un taxi, au bureau, etc., on avait peur de toucher les tables, on avait peur d'attraper la barre du métro parce qu'on avait peur de contracter le virus. Et donc les clients qui retournent au restaurant, imaginez un petit peu leur attitude au moment de l'addition, où ils doivent donner de la monnaie, où ils doivent tendre leur carte à un serveur, etc. Donc, on voyait des clients revenir tous très stressés. En face de ces clients, on avait des staffs qui eux-mêmes étaient très stressés parce que ils ont les mêmes problématiques que leurs clients, ils ont les mêmes craintes que leurs clients. Et donc, Victor et Tigran se disent, bon, faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on digitalise ce moment du paiement, il faut qu'on le fasse vite parce que c'est horrible d'avoir cette expérience-là en fin de repas. Donc, Big Mama a la chance d'avoir un CTO. Big Mama a la chance d'avoir également des développeurs. Et donc, en 2 semaines, ils sortent un premier produit très simple, qui est un QR code qu'on pose sur une table. Ce QR code, le client, il arrive, comme tu le décrivais tout à l'heure. Il scanne ce QR code avec son smartphone. Il peut afficher le menu. Ça, vous l'avez tous déjà vécu forcément dans un restaurant. Aujourd'hui, c'est assez général. Et quand on arrive le moment de l'addition, l'addition s'affiche directement sur son smartphone. Le client est capable de sélectionner les différents items. Le client est capable de splitter l'addition en X parties égales. On est 3, on est 4. Le client est capable de rentrer un montant libre. Moi, je dois partir, je laisse 30 € sur la note et je m'en vais à mon rendez-vous. Ou le client est capable d'inviter toute la table. Et dans ce cas-là, présentez-le-moi. C'est des gens qu'on aime bien avoir dans son réseau. Le client est capable de laisser un pourboire. Et enfin, il est capable de payer en un clic. Ça, c'est la genèse du produit. C'est se dire, bon bah, comment ce produit peut enlever la crainte de ses clients au moment du Covid. Ce produit-là, on le déploie dans les 18 restaurants Big Mama en juillet dernier, à Londres, à Paris et en Espagne. Tout simplement. J'allais poser, en fait, dedans, dans tout ce que tu dis, il y a 1 milliard de problématiques, en fait. Tu dis comme ça, c'est assez simple, mais je prends juste le moment tu sais, ce moment entre amis où tu dois payer l'addition. Et ce truc gênant, je crois que je l'ai passé à peu près dans mes amis, mais où t'en as qui veulent payer que ce qu'ils ont pris, d'autres qui veulent, etc. Ça à gérer, c'est tellement chiant dans la vraie vie que j'imagine, là aujourd'hui, bon, je pense que vous pouvez le gérer, mais vous avez dû faire face à ce genre de problèmes, pas micro-problèmes, parce que c'est des macro-problèmes dans un dîner entre amis, quoi. C'est ça, c'est la beauté de ce produit-là. Nous, on décrit Sunday comme le moyen de paiement au restaurant le plus rapide et le plus simple au monde. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Parce qu'en réalité, il y a des multitudes de cas d'usage différents au restaurant. On peut être 2, on peut être 4, on peut être 10, on peut juste boire un verre, on peut dîner, entrée, plat, dessert, il y en a un qui doit partir avant les autres, etc. Donc il y a des multitudes de cas qui se présentent. Et notre mission, c'est de faire en sorte que, quelle que soit la difficulté, entre guillemets, de régler la note, on puisse le faire en 30 secondes, de façon, comme tu le disais tout à l'heure, seamless, quoi. C'est vraiment sans aucune contrainte, sans aucun effort. Et on se lève, et on dit au revoir à notre serveur, et on s'en va. Et c'est génial comme expérience. Et on a économisé 1/4 d'heure de sa vie. Parce que régler une addition, c'est ce que tu décris. Si on est 10 à table, c'est pas 1/4 d'heure. Hein. On peut mettre une demi-heure, on fait perdre une demi-heure au serveur, on fait perdre une demi-heure à toute la table. Donc bref, ça amène énormément de confort pour l'utilisateur. Et par extension, énormément de confort au restaurateur. Il y a d'autres questions qui me viennent aussi sur le lancement, un lancement qui est quand même hyper rapide, donc j'aimerais bien revenir là-dessus. Il y a une question sécurité aussi, et je pense que là-dessus, vous avez dû essuyer les pots cassés, ou en tout cas y réfléchir en interne. Mais avant ça, juste une parenthèse, le groupe Big Mama, c'est, tu l'as dit, 18 restaurants, dont le plus grand resto d'Europe, je crois, la Station F. Station F, la Felicita, 6000 couverts. Matt, t'avais reçu Tigran, qui est le cofondateur, c'est l'épisode 46 sur GDIY, qui est un épisode passionnant, que je vous invite à écouter à l'occasion. Merci. Le lancement, en combien de temps? Alors, c'est pas une application, c'est une web app, donc n'importe qui peut y avoir accès sur n'importe quel téléphone. Exactement. Ça, déjà, c'est important. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, si on finit l'histoire de la genèse, en gros, et pour comprendre pourquoi ça se lance aussi vite, on lance ce produit qui est un POC, un Proof of Concept, on le lance dans 18 restaurants dans 3 pays européens. Donc là, tu as des utilisateurs très différents qui viennent dans tes restaurants et qui utilisent ce service. Comme tu le dis très bien, c'est pas une application, ça veut dire que n'importe qui a un smartphone, il scanne ce QR code, il arrive directement sur la page de paiement, il arrive directement sur la page menu de façon très, très simple. On lance ça en juillet et on regarde un peu dans le resto. Dans les 18 restaurants? Ouais. T'as combien de couverts en tout? Des milliers. Vraiment des milliers. J'ai pas le chiffre exact. Mais vous lancez dans les 18 d'un coup? Non, au fur et à mesure. Mais progressivement. Mais quand je dis au fur et à mesure, c'est 3 semaines, quoi. C'est très rapide et ça se fait de façon très très rapide. Ce qui se passe, c'est qu'en décembre, on regarde dans le rétro
et on se dit bon bah qu'est-ce qui s'est passé avec ce produit, parce que ils regardent dans le rétro en l'occurrence, moi j'étais pas encore de l'aventure à ce moment-là, ils disent qu'est-ce qui s'est passé, on m'en parle pas de ce produit, quand on ne parle pas de quelque chose c'est souvent que ça marche bien quoi. Il y a 4 chiffres qui en ressortent. Sur l'ensemble des restos, on a un taux d'adoption de 60%. C'est-à-dire que tu es le moyen de paiement prioritaire devant la somme du cash et de la carte bleue. À une échelle globale. C'est incroyable. T'as pas fait de pub dans le métro, t'as pas fait de pub à la télé. Les gens, naturellement, ils utilisent ce moyen de paiement. Deuxième chose, t'augmentes le niveau de pourboire de 40%. Pourquoi ? Parce qu'un serveur, à la fin du repas, il va toujours dire « Est-ce que vous avez passé une bonne expérience ?» Mais un serveur, il va jamais dire « Ok, bah du coup, est-ce que tu me laisses un pourboire ?» Là, de façon automatique, le produit le demande. Et en fait, les gens, ils veulent laisser du pourboire, mais juste, ils n'ont pas une pièce dans leur poche, etc., etc. Troisième KPI, qui est probablement le KPI le plus important, tu gagnes 12 minutes de taux de rotation par table. Pour des raisons assez évidentes, tu n'as pas à lever la main, attraper le regard d'un serveur, ce moment toujours un peu gênant où on est là à lever la main et tu la baisses et tu la relèves, etc. Tu n'as pas à attendre que le serveur apporte l'addition. Quand le serveur a apporté l'addition, tu vas lui demander la machine à carte bleue, après tu vas lui demander le reçu, etc. Et tout ça mis bout à bout. Nous, les chiffres qu'on a sur des milliers de tables, 12 minutes, c'est 12 minutes en moyenne économisées par table. Ça, c'est monumental. Quatrième chiffre, tu augmentes de 10% le panier moyen des tables qui payent avec Sunday. Je dois juste rentrer dans ce détail parce que, évidemment, le 12 minutes, comment tu peux savoir le temps par table quand c'est pas sur Sunday, tu vois ? Très, très facile. Nous, on est connecté avec le logiciel de caisse du restaurant. Pourquoi on est connecté avec le logiciel de caisse du restaurant ? Parce qu'on a besoin de récupérer l'addition et on a besoin de pousser le paiement dans le logiciel de caisse. Sinon, notre produit, il a aucun sens. C'est-à-dire, tu mets une tablette à côté du logiciel de caisse, etc. C'est compliqué, donc on est connecté directement. Et donc, là-dessus, tu es capable d'analyser les tables qui n'ont pas payé du tout avec Sunday et les tables qui ont payé avec Sunday. Et tu vois le moment entre l'arrivée du client et le moment entre le départ du client. Et ça, l'un dans l'autre, ça te fait gagner entre 11 et 13 minutes et c'est les mêmes stats qu'aujourd'hui. C'est énorme, c'est énorme. Et alors après, le premier truc qui vient là-dessus, tu vois, c'est la... On en a parlé tout à l'heure, c'est un des trucs qui a fait je me retrouve ici, mais un peu la désincarnation ou déshumanisation, c'est-à-dire que est-ce que c'est 12 minutes de trop ? Évidemment, c'est pas les 12 minutes les plus agréables quand t'attends le serveur, mais à la limite, au début, c'est pas très grave. Tu t'installes, t'attends, tu commandes pas. Voilà, à la fin, c'est vrai que c'est chiant quand t'as envie de partir et que tu veux payer. Voilà, mais est-ce que, là, je suis moins business, mais presque philosophique, est-ce que c'est bien ou pas bien, tu vois ? Ma mission, c'est d'apporter le choix au client, en tout cas. Le client, s'il veut rester plus longtemps à table, moi, je l'empêche pas du tout. Moi, je dis juste, tu as un moyen de payer, tu as un moyen, si tu es pressé, de partir plus rapidement, tu as un moyen qui est simple, élégant, rapide, facile de payer. Il y a des tables qui vont avoir payé et qui vont rester un petit peu plus longtemps à table et c'est super, j'ai aucun problème avec ça. Et sur ce côté déshumanisation, moi, je trouve au contraire qu'on réhumanise le staff du restaurant. Est-ce que vraiment c'est la mission la plus noble d'un serveur que de courir après un TPE pour l'apporter à un client, pour que le client te tende sa carte et tu le regardes même pas le serveur à ce moment-là. Tu sais, tu continues à parler avec ton autre convive, ton pote à table et tu tends la carte bleue. Enfin, c'est pas le moment humain. Moi, je préfère... j'ai payé, le serveur il vient me voir, vous avez passé un bon moment, je discute, je le regarde dans les yeux, je prends du temps. C'est de la réhumanisation. Surtout qu'avec le sans contact ou le paiement de proximité, t'as en plus, il y a moins d'interactions. On tend un TPE, tu tapes, tu pars, quoi. Exactement. Et moi je crois, mais ça c'est ce dont on discutait ce matin, c'est les métiers dans la restauration. Si tu prends un peu de hauteur là-dessus, il faut peut-être qu'ils se réinventent un petit peu. Et pour moi, un serveur, c'est pas quelqu'un qui court après la monnaie, c'est pas quelqu'un qui court après un reçu, c'est pas quelqu'un qui court après un TPE, c'est quelqu'un qui t'accueille, c'est quelqu'un qui te conseille, c'est quelqu'un qui va voir à la fin du repas si ça s'est bien passé, et c'est quelqu'un qui va jouer la fidélisation et qui va dire quand est-ce qu'on vous revoit, quand est-ce que vous revenez, vous savez, vendredi on a tel plat du jour, etc. Ça c'est le vrai métier d'un serveur. Quel logiciel de caisse vous utilisez chez Big Mama ? Ouais. Chez Big Mama, on utilise Lightspeed, mais Sunday, on est ce qu'on appelle agnostique de logiciels de caisse, c'est-à-dire que notre ambition, c'est de travailler avec tous les logiciels de caisse du marché. Aujourd'hui, on est connecté avec plus de 20 logiciels de caisse du marché. Il faut voir que le marché des logiciels de caisse, c'est un marché qui est ultra fractionné, ultra local. Et donc, tu vas aux États-Unis, tu vas pas avoir les mêmes logiciels de caisse qu'en France, tu vas pas avoir les mêmes logiciels de caisse qu'en Espagne. Et même si tu vas en France, si tu vas dans le sud-ouest, les parts de marché sont très différentes des parts de marché du nord de la France. Et donc, nous, notre mission, c'est de se connecter avec l'ensemble des logiciels de caisse pour pouvoir apporter le service Sunday à l'intégralité des restaurateurs. Ils sont tous connectés maintenant. Il n'y a pas de sujet là-dessus.
Ils sont tous en passe d'être connectés en tout cas, et c'est une nécessité pour un logiciel de caisse que de pouvoir offrir tous les services digitaux qui s'offrent à un restaurateur aujourd'hui. Ça enlève toutes j'imagine les réticences quand même, c'est toutes les problématiques de Black en fait. Alors avec les paiements sans contact et la disparition du cash, mais ça peut être une réticence pour vos clients, j'imagine. C'est une réticence pour certains de nos clients qui le disent à demi-mot. Hein. C'est assez rarement énoncé comme objection de façon frontale, mais c'est le sens de l'histoire. Enfin, le cash, je ne sais pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, mais il est voué à disparaître, et toutes les courbes d'adoption, si tu les regardes en Asie, c'est encore plus massif que chez nous, en Europe ou aux États-Unis, mais le cash va réduire au fur et à mesure. Et oui, le black va au fur et à mesure disparaître. Mais c'est le sens de l'histoire. Et les bitcoins qui apparaissent. Et moi, je suis persuadé que dans 5-10 ans, on va voir émerger des nouvelles façons de payer ou de transacter, on va dire. Et ça, nous, on veut être acteurs de ça. On verra comment ça va se structurer. Mais on est devant une révolution sur les 10 années à venir sur le paiement, c'est certain. Du coup, vous étiez sur Lightspeed. Il y a plein de logiciels de caisse qui existent, qui sont de plus en plus ouverts et interconnectés. C'est pour le restaurateur, c'est plug and play? C'est plug and play. Pour le restaurateur, ça va dépendre des logiciels de caisse. On n'a pas tous la maturité techno que vous pouvez peut-être avoir dans le groupe. Nous, notre métier, c'est de se connecter à un logiciel de caisse directement. C'est-à-dire que c'est nous qui prenons toute la difficulté technique d'intégration avec les logiciels de caisse. Ensuite, on crée le compte Sunday du client. C'est-à-dire que on doit le paramétrer, il y a plein de notions de sécurité, comme tu le disais, parce qu'on transacte de l'argent quand même. Donc, on prend une petite demi-heure avec le restaurateur pour créer son compte Sunday. On lui produit les QR codes, on lui envoie les QR codes, et lui, il a juste à poser le QR code sur la table. Et le client, il commande avec son serveur, il scanne et il paye, et ça fonctionne. Et alors, le client... Comment ça fonctionne je me posais évidemment, moi j'étais à une table donc récemment chez Mama Primi, en l'occurrence, c'était chez vous, première expérience. Je suis généralement un early adopter, mais souvent Laurent est encore plus early adopter que moi, donc c'est pas toujours vrai, hein, mais là c'était le cas. Et en fait, on était 2 à table, et à la table d'à côté ils étaient 7. Donc tu as plusieurs tables que tu réunis. Il faut le notifier dans le logiciel. Je suis peut-être un peu technique, mais comment ça fonctionne? Alors exactement. En gros, nous, notre métier, c'est de mimer les actions du serveur dans la vie réelle et de le faire à sa place. Typiquement, j'ai donc la table de 7 à côté. Donc là, on va rentrer dans le technique. Attention, j'ai la table numéro 1, numéro 2, numéro 3 dans le logiciel de caisse, qui sont une table de 2, une table de 2, une table de 4. Je les fusionne, ça me fait une table de 8 et j'ai 7 personnes qui sont assises. Donc ça, le serveur doit faire ça. Le serveur le fait, mais le serveur le fait dans la vie réelle, parce qu'il va pas mettre la commande des 2 personnes de la table 1, puis des 2 personnes de la table 2. Il va créer une table globale. Et là, vous allez scanner n'importe lequel des 3 QR codes de la table, celui de la table 1, de la table 2, de la table 3. Et en fait, ça va le faire sur la table 1 bis qui aura été créée. Et on va toujours avoir cet effet miroir qui va permettre de payer directement. Et donc, quand les clients y payent, ça va faire la même action que l'action manuelle du serveur, qui est une action qui dit client 1 de la table 1 bis a encaissé 33 €. Plutôt que le serveur tape ça sur son logiciel de caisse, c'est Sunday qui automatiquement va le notifier dans la caisse. Et ça, en fait, peu importe, comme tu le disais, son logiciel de caisse, vous comprenez ce qu'il fait sur son logiciel. C'est pas fait dans l'appli Sunday, ça c'est fait ailleurs. Exactement, par effet d'API, nous on fait la traduction de ça, et donc il faut se réhabituer au langage de chacune des caisses. Et donc ce qu'on fait, ça a l'air super simple. Et c'est le but, il faut que le client il voit ça comme quelque chose qui est naturel et simple, mais techniquement parlant derrière, c'est un enfer absolu, quoi. Et du coup, tu n'as pas besoin d'équiper les serveurs d'outils en plus d'un portable Non, aujourd'hui, les serveurs, ils peuvent le travailler exactement comme ils le travaillent aujourd'hui. En revanche, je ne dis pas qu'on va pas améliorer leur expérience avec des nouveaux outils. Donc typiquement, on a sorti une application pour les serveurs, application qui lui fait une petite notif à chaque fois qu'une table a fini de payer. C'était ma question suivante. Tu as ma première réflexion quand j'ai testé il y a 18 ans, c'était de me dire je peux faire signe au serveur comme quoi j'ai payé et partir, quoi. Exactement. Donc ça c'est la première interrogation que tout restaurateur a quand on lui présente Sunday. On dit voilà, Sunday c'est génial pour ça, pour ça, pour ça. Il me dit mais comment je sais que le client il a payé? Et c'est normal. Moi, en tant que restaurateur, c'est la première interrogation que j'aurais eue. Donc, il y a plusieurs réponses à ça. La première réponse à ça, c'est votre serveur, il va gagner 20% de son temps. Parce que le serveur, il gagne vraiment 20% de son temps à pas courir après son TPE, etc. Donc, il a le temps d'accompagner le client au moment du paiement. Il a le temps de bien s'occuper de sa table et de voir qui a payé, qui a pas payé. La deuxième chose, c'est qu'on équipe les serveurs
d'une app sur laquelle il y a des notifications pour chaque paiement / chaque fermeture de table. Donc il sait exactement dans son rang, parce qu'on va pas lui donner toutes les notifications de tout le resto. S'il y a 14 serveurs, on va juste lui indiquer pour son rang à lui ce qui se passe sur son rang. S'il est équipé de pads, vous voyez de plus en plus il y a des serveurs qui prennent la commande directement sur un pad ou un pod. On a des notifications sur ce pad ou ce pod. Il peut directement aller voir à la caisse, comme ça il voit quelles tables sont fermées, quelles tables sont ouvertes. Bref, c'est assez... Il va lui falloir une watch, en fait. C'est pas mal. Au poignet, je pense ça, sur les applis, encore mieux que... Et je pense que au fur et à mesure du développement, il y a des possibilités sur des watches sur lesquelles on a les notifications, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer pour encore faciliter ce traitement-là. Et aujourd'hui, c'est assez neuf. Enfin, Sunday, on a 6 mois, quoi. Hein. C'est tout nouveau. Et donc, il y a plein de questions qui se posent. Mais dans un an, quand on aura des milliers de restaurants équipés et que l'usage, il sera normal pour les utilisateurs et pour les serveurs, je pense qu'il y aura encore plus de simplicité, de naturalité là-dedans. Je reprends la genèse. Vous êtes fin décembre et vous réalisez que il y a eu 4 avantages. Hein, tu l'as dit, plus de paiement via l'app, les pourboires sont plus importants, le temps de rotation est down et le panier est up. Pardon pour les anglicismes, mais c'est mes notes en anglais, c'est plus facile. À quel moment se crée Sunday ? Alors déjà, moi, pour les anglicismes, depuis tout à l'heure, je me retiens. Là, tu te lâches complètement. On est foutu. Sur le panier, j'ai assumé en tant que... Alors, et donc, en décembre, il regarde dans le rétro, il voit ces chiffres-là. Donc Victor, il se dit il y a quand même quelque chose à faire et je vais peut-être pas le garder que pour moi, groupe Big Mama, d'accord. Donc il fait 3 trucs, il se lise sur un bout de papier, il se dit je vais appeler des restaurateurs pour comprendre un petit peu ce qu'ils en pensent de ce que nous on a installé chez Big Mama. Je vais appeler des talents pour voir s'il y a des gens qui sont un peu motivés à l'idée de lancer ça, et je vais appeler des VC, je vais faire un petit tour de table et ça va être un petit side project qui va être sympa et qui va tourner tout seul, quoi. Donc il commence par appeler des restaurateurs. Et tous les restaurateurs à qui il parle lui disent « Écoute, je sais pas si c'est pour moi là demain, mais en revanche, dans 12 mois, c'est certain que tout le monde paiera comme ça. C'est le sens de l'histoire. » Je dis « Ok, je tiens peut-être quelque chose. » Il commence à appeler des talents. Moi, c'est à peu près à ce moment-là où on se met en cheville. Et il commence à pitcher. Il pitch 1 fois, il pitch 2 fois, il pitch 3 fois. Et donc c'est marrant parce que la semaine dernière, c'était vraiment l'anniversaire du premier pitch où il s'est dit bon, je vais sur Sunday. Il le pitch à un talent et il se dit mais c'est trop fort en fait. Je vais pas le confier à quelqu'un, je vais le faire moi. Et là c'est le moment où il switch dans sa tête et il se dit je me mets à 100% sur le projet et faut impérativement que moi je le déploie. Et on commence à pitcher des VC pour se dire on va faire un petit side project, etc. Et les VC commencent à nous dire non on va pas faire un petit side project. On va faire un vrai beau projet parce qu'il y a un changement d'usage majeur qui se prépare là-dessus et il faut le soutenir, ce changement d'usage majeur. Et donc, le moment où vraiment le projet se lance, c'est fin décembre de l'année dernière. En janvier, on commence à avoir les premiers, la founding team, hein, le First 20 qui commence à se créer pour lancer vraiment le projet. Et en février, on était 20 et l'aventure commence réellement. Et la boîte est lancée le 1er avril officiellement avec la conférence de presse. Ce qui correspond à ton arrivée, hein, si je dis pas de bêtises. Moi j'arrive fin janvier, début février dans l'aventure pour bosser sur le lancement de tout ça. Et ensuite, depuis, ça continue de grandir et ça continue d'accélérer. Toi, tu es en charge des sales, hein, des ventes. Exactement. Voilà. Moi, je gère 2 départements, les sales et la growth, sur une échelle mondiale. Et donc, quelle est la difficulté de vendre ça ? La difficulté, c'est de changer les habitudes. La difficulté, c'est la crainte d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon de procéder. Parce qu'en réalité, le pitch, il est quand même... c'est pas le produit le plus dur que j'ai eu à vendre de ma carrière. Concrètement, on dit écoutez, aujourd'hui les clients ils payent avec un TPE. Cette expérience avec le TPE, c'est la même depuis 20 ans quoi. La révolution sur cette expérience de paiement par carte bancaire, c'est le sans contact. Donc bon, c'est une petite révolution, on va dire, hein. Ça change quand même pas énormément l'expérience. Et moi je dis aux clients, aux restaurateurs, moi je vais vous proposer une expérience qui est adoptée de façon assez naturelle par les clients. Vous n'avez pas besoin de pousser comme des fous parce que le Covid a quand même beaucoup généralisé les QR codes, a beaucoup généralisé l'usage, le paiement par téléphone, etc. Qui va vous permettre de faire tourner vos tables beaucoup plus rapidement, qui va faire gagner du temps à votre staff, qui va augmenter vos pourboires, qui va augmenter votre panier moyen. Bon, le tout pour le même prix que ce que vous payez aujourd'hui avec votre TPE ou moins cher. Il y a plus dur à vendre hein. Dans la vie, ça va. Il y a plus dur à vendre. En revanche, ça amène tout son lot
de crainte, et c'est exactement la question que tu me posais tout à l'heure, quoi. Des frictions. Ouais. Ok, comment les serveurs ils savent que la personne a payé, est-ce que les clients vraiment ils vont savoir l'adopter, je vais attendre qu'il y ait plusieurs centaines de restaurants qui l'aient adopté pour le faire moi, etc. Ça c'est tout le lot de complexité dans la vente, et notre travail c'est de rassurer les gens, de leur montrer les cas d'usage qui fonctionnent. Aujourd'hui on est chez Bouillon Pigalle c'est un des plus grands restaurants de Paris, on fait des centaines de tables par jour. On est chez tout Big Mama c'est des milliers de tables par jour, c'est très bien. Aux États-Unis, on est à Atlanta Fish Market. Atlanta Fish Market, c'est un des 100 plus gros restos des États-Unis. Ils transactent plus de $100,000 par semaine via Sunday. Donc c'est juste énorme, ça fonctionne. C'est très simple, c'est seamless, les clients ils comprennent. C'est assez facile. Et tu prends combien sur $100,000 ? Sur $100,000, donc ça va dépendre des marchés, d'accord ? Ce qu'il faut retenir, c'est le même prix qu'un TPE, globalement. Donc ça va dépendre. Aux États-Unis, ça va être aux alentours de 3%. En France, ça va être aux alentours de entre 0,6 et 1% en fonction de la taille de l'établissement. En Angleterre, ça va encore être des taux différents. Mais la facilité de compréhension, c'est aujourd'hui, vous payez X avec votre service monétique actuel. Vous allez payer la même chose avec Sunday ou moins cher. Et du coup, la couche paiement, elle est opérée par qui ? Alors, donc comment ça fonctionne ? Parce que je sais que tu as fait une série de podcasts sur le paiement avant. Donc là, on va re-rentrer dans la technicité. Nous, on passe par ce qu'on appelle un PSP. D'accord ? Donc pour les néophytes là-dedans, faut imaginer un tuyau, d'accord, qui va faire transacter l'argent depuis le compte bancaire du client vers le compte bancaire du restaurant. Le PSP qu'on utilise, nous, c'est Stripe. D'accord ? Et Stripe... Payment Service Provider, c'est évident. Exactement, Payment Service Provider, pardon. Et donc, le PSP qu'on utilise, c'est Stripe. Il y a plein d'autres PSP sur le marché. Nous, on a choisi Stripe parce que acteur mondial, parce que nous, on a une visée continentale sur North America et sur l'Europe. Donc, Stripe, très, très bien pour nous. Et notre mission, c'est de faire la somme de l'ensemble des restaurants qui sont dans notre pool de clients et de faire la meilleure négo pour eux, de réduire au maximum les coûts et de pouvoir leur offrir le meilleur prix. Parce que on additionne tout ça. Typiquement, Stripe, si vous ouvrez un compte chez Stripe de façon normale, vous allez payer 1,8% ou quelque chose comme ça. Donc moi, je vais proposer des prix qui sont 2 fois ou 3 fois moins chers. Et pour le client, c'est super. Ok. Et du coup, dans l'app, donc ça, c'était côté plateforme. Dans l'app, tu as différents moyens de paiement aussi. Parce que comme tu payes avec ton téléphone, tu as tes cartes qui sont enregistrées, tu as potentiellement Apple Pay, Google Pay. Exactement. Nous, notre objectif, il est très simple, c'est de faire une expérience qui va ressembler le plus possible à l'expérience que vous allez avoir en ligne. En ligne, j'ai pas besoin de sortir mon portefeuille, de me demander avec quelle carte je vais payer, etc., etc. Donc aujourd'hui, sur Sunday, vous pouvez payer avec vos cartes bancaires traditionnelles. Soit vous les avez déjà enregistrées sur votre téléphone et du coup, vous pouvez choisir celle que vous souhaitez. Soit vous allez la scanner, soit vous allez taper le numéro de votre carte bancaire. Soit vous payez avec Google Pay ou Apple Pay en fonction du device que vous utilisez. Soit vous allez payer avec vos cartes tickets restaurant. D'accord ? Swile, Edenred, etc., etc. Et l'année prochaine, donc début d'année prochaine, on ajoute l'intégralité des wallets digitaux que vous avez sur vos téléphones. En France, ça va être Lydia. Aux États-Unis, ça va être PayPal, etc., etc. Le but étant de pouvoir fournir aux consommateurs le moyen de paiement qui soit utilisé de façon très simple. Tu dis l'année prochaine, mais donc 2022, hein, puisqu'on est en 2021. On est en 2022. Donc vous pouvez déjà payer probablement avec Lydia, vous pouvez déjà payer probablement avec PayPal au moment où vous écoutez cet épisode. Et chez chacun d'entre eux, parce que tu vois que en fait ça a fait un ping dans ma tête. Google, Apple par exemple étaient réputés pendant longtemps à prendre beaucoup de commissions sur les paiements. Donc chez chacun d'entre eux, la commission est différente, c'est ça, ou enfin pas pour le restaurateur, mais pour toi, tu dois dealer à chaque fois avec. Moi personnellement, je deal que avec Stripe. Ok. Le restaurateur, il deal que avec moi. Et du coup, ça facilite énormément toute la boucle. Et typiquement, si on regarde pour le restaurateur, donc je sais pas si vous avez des amis restaurateurs, demandez-leur de vous montrer leur facture bancaire sur les transactions. Souvent, ça va être quelque chose avec des dizaines de pages. Et c'est vraiment des dizaines de pages parce qu'en fonction de la carte, le pays d'émission de la carte, le type de carte, etc., et il peut pas savoir, c'est très dur en tout cas, savoir son taux réel sur ses transactions. Il doit faire des calculs d'apothicaire. Moi, je lui envoie une facture à la fin du mois. Je lui dis, ton taux, c'est X et tu payes X. Voilà. C'est quand même fou le paradigme, pardon Laurent, mais tu vois, étant dans le panier de ce que dit Kevin, on
on essaye de se rapprocher au maximum de l'expérience digitale dans le monde physique. Ouais. En fait, ça semble assez fou parce que je pense que pendant 20 ans, on a toujours au maximum essayé de se rapprocher de l'expérience physique dans le monde digital, tu vois. C'est quand même assez dingue. En faisant sauter des frictions au maximum. Et je trouve ça hyper intéressant. Mais du coup, il y a de la crainte chez les restaurateurs. On a parlé de quelques frictions, mais c'est un marché qui existe depuis longtemps. Qui est ta concurrence ? Ma plus grosse concurrence, c'est l'habitude, c'est on a toujours fait comme ça, c'est l'habitude des serveurs d'apporter la note physiquement, c'est l'habitude des serveurs d'apporter le TPE. Ça, c'est ma plus grande concurrence. C'est-à-dire ce contre quoi je me bats moi au quotidien, c'est dire il y a d'autres façons en fait, et on peut le faire beaucoup plus facilement. Ça peut vous amener énormément de valeur, etc. Si on prend un peu plus de précision. Bien sûr, il y a des acteurs qui font la même chose que nous, qui font des fonctionnalités qui sont assez similaires à la nôtre. Et moi, je veux qu'il y en ait de plus en plus. Parce qu'il y a 1 million de restaurants en Europe, il y a 1 million de restaurants aux États-Unis. Bon, moi, j'ambitionne de signer 2 millions de restaurants à un moment ou à un autre, mais d'ici à ce que ces 2 millions de restaurants aient changé leur état d'esprit et changé la façon dont ils encaissent de l'argent, moi, je suis ravi s'il y a plein de gens qui m'aident à évangéliser le marché. Et là-dessus, alors c'est des questions que je me posais. Alors, qui est le plus gros restaurateur du monde ? C'est McDo ? Le plus gros restaurateur du monde, c'est McDo. Finalement, est-ce que tu penses pouvoir signer McDo ? Parce que maintenant, dans les McDo, généralement, on passe par une borne. Mais la borne, c'est bien, mais finalement, si je m'asseyais directement et que je flashais, ce serait peut-être mieux. Mais ils ont leur borne et ils peuvent probablement se passer de toi, j'imagine. Alors, donc là, on parle de vision. D'accord ? C'est se dire, ok, bon, c'est quoi Sunday dans 5 ans ? C'est quoi Sunday dans 10 ans ? Moi, le constat que je fais, et je sais pas comment toi tu le vis, je sais pas comment toi, Laurent, tu le vis, c'est dans mon smartphone. Mon smartphone, c'est un espace de vie. On passe beaucoup trop de temps sur nos smartphones. Et dans mon smartphone, j'ai pas envie d'avoir une application McDo, une application Leroy Merlin, une application de ma petite pizzeria de quartier, etc. Jamais j'aurai ça parce que j'ai un espace restreint et que j'ai pas envie de me démultiplier le nombre d'applications. Moi, ma vision, c'est de dire, à un moment ou à un autre, tu auras une application qui va te permettre d'acheter, de commander, d'avoir tes cartes de fidélité, d'avoir tes cartes de paiement en X fois, d'avoir toutes ces choses-là dans une seule application qui est polymorphe et qui, en fonction de l'endroit dans lequel tu rentres ou dans lequel tu es, elle se met aux couleurs de l'établissement et elle te permet de commander, etc., etc. Et si cette application-là, elle est sur le téléphone de dizaines de millions de personnes ou de centaines de millions de personnes et que ça devient une norme, une habitude. Tu t'imposes par toi-même. Bah là, j'espère que McDonald's, ils m'appellent et ils me disent c'est génial ce que vous faites, gérer notre prise de commande. Et c'est là où je me posais la question de savoir si tu pouvais avoir apporté un avantage, parce qu'aujourd'hui je me logue pas sur Sunday, hein, mais si demain je me loguais par exemple, j'imagine que tu pourrais... il y a du CRM, il y a de la data, il y a des choses hyper intéressantes à en tirer. Pour Sunday, oui, mais pour moi, utilisateur, je pourrais aussi dire je suis musulman ou feuge, je mange pas de ralouf, et du coup tu m'enlèves dans ta proposition tous les trucs qui comprennent du jambon et du saucisson. Je bois pas d'alcool, je bois que de l'alcool, je bois que du blanc, je bois pas de rouge, etc. Je fais pas le poisson, voilà, je suis vegan. Enfin, exactement. Tu anticipes notre roadmap, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'on va dans la bonne route, mais l'idée c'est de se dire, moi je suis allergique aux crevettes. D'accord, c'est un fait. C'est con, hein, parce que c'est bon. C'est bon les crevettes. Quand je vais au resto, j'ai envie qu'on m'affiche le menu et qu'on m'enlève. Je veux même pas qu'on me dise que c'est un plat à base de crevettes. J'ai pas envie de me créer de la frustration au quotidien et de blâmer la vie en me disant mais pourquoi je suis allergique aux crevettes. J'ai envie qu'on me dise, qu'on m'enlève ça de la carte et qu'on me propose ce que je peux réellement manger. Et à côté de ça, si je suis un grand fan de Bourgogne, et il y a un restaurant très sympa à Paris qui s'appelle Vivre et qui a une carte de vin magnifique, mais qui a une carte de vin à rallonge. D'accord ? Si tu es fan de Bourgogne, tu as peut-être envie qu'on te remonte les vins de Bourgogne et tu mets ça comme préférence de consommation. Et pour toi, c'est super. Et ça facilite énormément ta vie dans les choix que tu as à faire. Et tout ça, c'est super. Et après, tu peux éventuellement envisager également toutes les
Je sais pas si vous avez des cartes de fidélité dans votre portefeuille. Moi, à chaque fois qu'on me propose une carte de fidélité en carton, je dis non, mais oublie, je vais la perdre, je vais la déchirer. Feed.me. Tant pis. Tu connais Feed.me? Non, je connais pas Feed.me. Eh ben écoute, Feed.me, c'est la vie. Ouais, c'est vraiment pas mal, ouais. Mais c'est vrai que chez le coiffeur, on va chez le même coiffeur, entre les coiffures, où ils me proposent à chaque fois la carte de fidélité en carton parce qu'ils sont pas sur Feed.me. Mais je crois que je passais chez eux, chez Feed.me. Je suis sûr. Ah ouais? Ouais. Tu m'apprends un truc. En tout cas, l'idée derrière celle-là, c'est ça. C'est de se dire, si tu payes avec la même application à chaque fois, et encore une fois, Sunday n'est pas encore une application, mais là, si on parle de vision, eh ben, tu peux gérer toutes ces cartes de fidélité, tu peux gérer tous ces programmes de fidélité. C'est beaucoup plus simple pour le consommateur final. Et je finis juste là-dessus. C'est moi, mon envie, c'est que dans 5 ans, tu vas dans ta boulangerie où tu vas tous les week-ends, où tu vas tous les matins et où tu achètes ta baguette. Tu dis bonjour madame, bonjour monsieur, j'aimerais une baguette. On te donne ta baguette. Tu n'as pas sorti ton téléphone, tu n'as pas sorti ton portefeuille, tu as payé et potentiellement, il y a un week-end sur 10 où elle te dit tiens d'ailleurs, voilà 4 chouquettes parce que c'est pour vous remercier de votre fidélité. Tu n'as pas sorti ton téléphone, tu n'as pas sorti ton portefeuille. Surtout, elle va te dire tiens d'ailleurs, Kevin, voilà 4 chouquettes. Quoi. Exactement. mais exactement. Ouais, monsieur merde. Il y a un éléphant dans la salle, puisqu'on parle du futur, et c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure. À quel moment tu intègres le menu? Alors, donc la première partie en fait de cette expérience que j'ai avec Sunday App dans le restaurant. Aujourd'hui, tu vois déjà le menu. Mais ce menu-là, c'est un PDF que tu uploads, que tu pousses en ligne et qui permet de s'afficher sur le smartphone du client. Le menu, comme on peut le voir par exemple sur Deliveroo ou Uber Eats, où tu peux le changer directement dans ton back-office, etc. Ça arrive en janvier chez Sunday. Donc ce sera arrivé. Exactement, c'est déjà arrivé, c'est déjà live. Donc c'est déjà live. C'est le passé. Voilà, vous pouvez nous tester dans le nouveau restaurant Big Mama. Si tu ships au bon moment, comme on dit. Hein, c'est exactement. Ça. Vous pouvez le tester dans le nouveau restaurant Big Mama qui vient d'ouvrir à Marseille. Donc si vous nous écoutez à Marseille, foncez-y, c'est super, c'est une expérience géniale. Le lieu est magnifique. Et ça va nous permettre 2 choses, le menu. La première chose, c'est d'afficher tous les allergènes, d'afficher le nombre de calories, d'afficher tout ça. Donc, encore une fois, on améliore l'expérience client par rapport aux cartes papier. Aucun restaurateur qui produit une carte papier va commencer à mettre tous les allergènes, Enfin, c'est compliqué à faire en tout cas. Nous, on permet un truc beaucoup plus simple en termes de gestion pour le restaurateur et beaucoup plus fort en termes de valeur pour l'utilisateur final. Et la deuxième fonctionnalité qui va avec, c'est la prise de commande de façon digitale directement dans l'établissement. C'est pas fait pour tous les restaurants. Ça va être un cas d'usage adapté pour le quick service. Ça va être un cas d'usage adapté pour les bars. Vous imaginez très bien, je sais pas, pour les Parisiens qui nous écoutent, vous êtes sur les quais de Seine, dans ces superbes établissements que peuvent être le Rosa Bonheur, peuvent être les Macros, etc. Vous voyez une queue de 15 minutes pour prendre 4 bières. Très souvent, moi, je vais me dire, je m'arrête là et je rentre à la maison, quoi. Si demain, vous pouvez commander directement depuis votre smartphone et quelqu'un vous apporte la bière, mais l'expérience, elle est monstrueuse, c'est juste génial, quoi. Et donc ça, à mon avis, cet été, donc dans 4 mois, vous allez pouvoir le vivre et le but, c'est de vous faciliter l'expérience de consommation. Pourquoi vous le lancez à Marseille ? Parce que c'est l'occasion qui fait le larron. C'est juste qu'on a Big Mama, une nouvelle ouverture à Marseille. On se dit qu'on fait le lancement dans un restaurant du groupe Big Mama, comme on a fait le lancement sur le paiement à table. Donc voilà, on le lance comme ça. Tu changes un peu le paradigme de la relation qu'on a au restaurant avec ce serveur. Alors je comprends que ce soit pas fait pour tout. On parlait tout à l'heure d'étoilé ou de gastro. C'est évidemment, tu vois, on est sur des approches différentes. T'as des retours des serveurs ? Alors, on a énormément de retours des serveurs parce que notre prescripteur, c'est le serveur. On a 2 prescripteurs, c'est le client et le serveur. D'accord, c'est les 2 personnes qui peuvent vraiment pousser l'adoption. Un serveur, encore une fois, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'un serveur, c'est pas une machine à carte bleue. C'est pas un porteur de machine à carte bleue ou un porteur de monnaie. Quand on se dit on va bosser dans la restauration, mettez-vous dans la tête d'un serveur. Moi, j'ai été serveur pendant toutes mes études. Ce qui me plaisait dans le job de serveur, c'est accueillir quelqu'un, faire la bonne blague, faire le bon conseil, faire machin, etc. T'es un serveur relou, quoi, en fait. T'es un serveur chiant. Moi, le serveur qui vient voir toutes les 10 minutes, vous passez un bon moment, etc. Il va arrêter de me parler. Vous avez fini. Et je pense que tu fais ça pour ça. Tu fais ça pour le contact humain et tu fais pas ça pour ok, tendez-moi votre carte, machin, etc. Et oui, tu changes la carte, c'est une chose, hein, mais le repas, est-ce que vous avez choisi, est-ce que je peux vous aider, est-ce que je peux vous conseiller ? Et c'est là où, moi je crois qu'il y a des nouveaux métiers dans la restauration qui vont se créer. C'est-à-dire, aujourd'hui, un serveur, il fait tout. Okay, c'est comme avant. C'est l'homme orchestre. Non, mais c'est l'homme orchestre. Il va prendre la commande, il va apporter le plat, il va, etc., etc. Je pense que tu vas avoir toujours
des restaurants où le serveur va être l'homme orchestre et il va faire tout ça. Et tu as des nouveaux restaurants qui vont se créer où tu vas avoir des runners qui, eux, vont apporter les plats, d'accord ? Ce que tu as déjà. Et tu vas avoir des personnes qui vont être entertainers, qui vont être maîtres de salle. Je ne sais pas comment tu vas les appeler, mais en tout cas, c'est des personnes qui vont faire en sorte que tout le monde aille bien, faire le bon conseil, mettre de l'huile dans le moteur si besoin, et tu vas optimiser les coûts. Et même en fait, tu vois, finalement, sur le gastro, Laurent, pour revenir sur ce que tu disais, le paiement, il est presque pas gênant, mais tu vois, ce moment où t'attends le type, tu sais pas qui va payer, comment, etc. Finalement, si ça peut se faire plus discrètement, je pense que c'est pas forcément plus mal. C'est plus l'amont sur lequel je suis sceptique, c'est-à-dire la commande. Je me dis, t'as envie d'avoir quelqu'un qui te présente le filet de Saint-Pierre qui a été pêché dans la baie de Méchin, truc avec du poivre rouge de Madagascar, je sais pas quoi, qui t'explique un peu. Ça fait partie de l'enchantement du truc. Exactement. Sur le côté paiement, finalement, voilà. Alors. Enchantement et expérience, parce que ce qu'on se paye, c'est des expériences, quoi. Et cette expérience, elle est aussi dans l'humain. Mais moi, je réagis sur un truc, et Matt, je pense que tu verras de quoi je parle, mais ces expériences avec le serveur et ces interactions qu'on a avec le restaurateur sont très différentes en Europe versus, en tout cas en France, versus aux États-Unis, où en général, tu as ce serveur qui vient te faire la présentation de carte, la prise de commande, tout se passe bien, machin, et puis ensuite, tu as le runner, c'est comme ça que tu l'appelais, hein. On appelle ça un passeur en français, je crois. C'est ça, dans les restos. Il y en a. J'ai pas le sentiment de. Dès que tu vas dans des plus gros restos, t'as des types qui arrivent avec des. Et d'ailleurs, t'as souvent. Ça se fait de moins en moins, mais il y avait souvent d'ailleurs une hiérarchie très terrible. C'est-à-dire que tu voyais par exemple quelqu'un qui était trop black ou trop machin, il était plutôt passeur parce qu'on mettait jamais. Il y a encore pas si longtemps des gens de couleur, etc. Au service, tu vois. Ça, c'est probablement fini. À New York, c'était les Mexicains. Ouais. Enfin, c'est ça, exactement. Et donc mais tu vois bien, tu vois, ils avaient généralement des très gros plateaux, ils arrivaient et de temps en temps même le serveur prenait sur le runner le plat parce que le runner ne posait même pas sur la table, tu vois. Ça, je crois que c'est un peu passé. Un peu. Mais du coup, tu vois des usages ou des frictions différentes. Je pense qu'il y a Alors, l'Europe et les US. Bien sûr, il y a des spécificités locales, etc. Ce qui est certain, c'est que les frictions pures et dures du début du service et de la fin du service sont les mêmes partout dans le monde. À un moment, prendre la commande, il y a une friction. La friction, c'est pas de dire au serveur je veux X et je veux Y. La friction, c'est d'attraper le serveur et de se péter l'épaule à chaque fois et d'attendre 10 minutes. Ça, c'est une vraie friction. Et il y a la friction à la fin du repas. Est-ce que le produit doit être un peu différent pays par pays ? Est-ce que le produit doit être adapté aux usages ? Ça, c'est certain. On n'aura jamais le même produit partout dans le monde. Ok. Avant de passer, je veux parler de scale dans une boîte qui doit créer sa culture, des process, des méthodes. Dernière question, vas-y, pardon. Non, mais juste, mais vas-y, peut-être que ta question rejoint ce que j'allais ajouter, sinon je voulais juste quelques KPI pour comprendre un peu où vous en êtes, où vous allez, ce que vous attendez. Juste, je finis du coup sur ce sujet du staff, on va dire. Faut aussi regarder le monde de la restauration comme il est aujourd'hui. Le monde de la restauration, il est dans une crise monumentale, et la crise monumentale, c'est le staff. Il n'y a plus de staff. Le Covid a fait sauter une génération de staff qui ont été sur d'autres métiers. Et si vous regardez toutes les études, c'est incommensurable. Et il y a énormément de restaurateurs qui galèrent à trouver du staff. Il faut aussi que la restauration, elle se réinvente. Et nous, on veut jouer notre part. Là-dedans. Ok, attracteur de la transformation de ce milieu qui est plusieurs fois millénaire. Exactement. On a retrouvé récemment à Pompéi, je crois, un food, pas un food court, un fast food. Je sais pas si truck. Non mais limite en fait. Mais ils ont retrouvé en continuant parce que tout n'est pas encore déblayé, mais un espace où tu avais en fait un four à pizza. Non mais les limites en fait, c'est un espace où tu as donc tu arrives dans la rue, tu t'assois et entre le serveur qui est dans un espèce de truc refermé et le passant qui est à l'extérieur, des cuves dans lesquelles tu vas te servir. Enfin voilà vraiment l'expérience fast-food à l'ancienne. Les KPI, pour comprendre d'où vous venez, où vous allez, et quels sont vos objectifs pour le... Alors, il y a des centaines de KPI, mais ce qu'il faut retenir, c'est en gros, qu'est-ce qu'on a fait en 8 mois, tu vois, si on essaye de le résumer comme ça. En 8 mois, on est passé de 0, de 3 employés, les 3 fondateurs, à 300. Aujourd'hui, on est 300 sur 5 marchés, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France. 0 à 300. On a, je pense, aujourd'hui, 3000 restaurateurs qui auront signé avec nous. Donc, tu passes de 0 début avril à 3000 restaurants signés avec nous. On a exactement
à des micro-nuances près les mêmes chiffres d'usage que ceux qu'on a constatés sur le POC chez Big Mama. Il y a un an. Donc tu peux te dire, parce que tu peux te dire de façon assez naturelle, ouais, ça fonctionne parce que c'est Big Mama, c'est une clientèle de jeunes actifs, etc., etc. C'est pas vrai ça. C'est juste pas vrai. C'est juste la population de façon naturelle, elle va aller vers ce type d'outil. Donc les KPI, c'est plus de 50% d'usage. Tu es le moyen de paiement majoritaire dans tous les restaurants où tu vas. Plus 40% de tips, plus 12 minutes de taux de rotation des tables, plus 10% de panier moyen. On transacte plusieurs millions par semaine. C'est juste pour vous donner l'idée du scale, quoi. T'as dit 3000 restaurateurs. 3000 restaurateurs. 3000 restaurants. Oui, restaurants. 3000 lieux physiques. Voilà, ça c'est les gros blocs. Plus de 20 logiciels de caisse intégrés. Et cette croissance, 20 logiciels de caisse intégrés, pardon. Cette croissance à 3000 restaurants, c'est du lieu de vente, c'est du démarchage humain ou du self-service? Que du démarchage humain. Vous allez, pour un restaurateur qui utilise Sunday, il va toujours parler à un conseiller, il va toujours avoir quelqu'un qui va l'accompagner dans sa mise en service, et il va avoir toujours quelqu'un avec qui il peut communiquer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un taux de réponse de moins de 2 minutes par chat. Et sur juste pour comprendre une idée du business, quoi, sur 1 million de transacts par semaine, toi tu touches, je sais pas, entre 1 et 2, 3%, c'est ça? Entre 0,5 et 3%. Ouais. Entre 0,5 et 3%. Donc 1% c'est 10 000 euros, c'est ça? Donc entre 5 000 et 15 000 euros. Entre 5 000 et 30 000 euros. 30 000 euros, pardon, 3%. Entre 5 000 et 30 000 euros. Donc, faut faire un vrai volume. Bon, alors, il y a des volumes complètement dingues dans la restauration, comme tu le dis, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est vrai que... Là, ça fait 1 million par an, ça. Ouais, c'est ça. Donc, faut vraiment aller faire chercher du 100 millions de transacts, 200 millions de transacts par semaine. La restauration, c'est un marché qui pèse des centaines de milliards. C'est un marché qui fait 1,8 trillion, je crois. Oui, c'est un marché de micro-marge. C'est certain. Et après, il y a plein de questions qui se posent, quoi. C'est quel est le business model dans 3 ans? Quel est le business model dans 5 ans? Quels sont les services qu'on va aller donner aux restaurateurs? Quels sont les services qu'on va aller donner aux hôteliers, aux retailers? Mais quels sont aussi les services qu'on peut aller donner aux end-users, aux consommateurs qui a ton app Sunday, etc. Donc, il y a des surcouches de business model à aller chercher. Bien sûr. Probablement que le business model transactionnel sera présent dans le modèle de revenu de Sunday, mais sera probablement pas le seul. Ok. Ce qui est fou, je me demandais ce que tu faisais là, en fait, sur le panier, tu vois, mais c'est clairement du e-commerce, mais... On est à la croisée de pas mal de choses, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Est-ce que l'objectif, il y a quand même quand tu vends ça à un restaurateur, il y a, et j'ai pas de mauvaise idée derrière la tête, mais il y a quand même un objectif de lui dire, tu vas pouvoir économiser en serveur. Ce qui est certain, c'est que sachant qu'il a des problématiques de recruter des serveurs en ce moment, hein, donc c'est quand même... Moi, mon but, c'est vraiment pas de détruire de l'emploi. Et moi, je pense qu'à ISOstaff, d'accord, tu changes pas ton nombre de staff. Je dis juste, mais tu vas avoir une meilleure expérience pour ton utilisateur et ça va pas te coûter plus cher. Et tu vas peut-être même gagner plus, c'est ce que tu dis aussi, normalement. Ouais. Et je dis, ce serveur qui a plus de temps, bah, il peut passer ce temps à conseiller mieux le client. Ce user qui peut choisir quand il part, il a plus de temps pour consommer sur place. Donc, à un moment ou à un autre, soit tu peux faire plus de tables, soit tu peux faire des tables avec un plus gros panier moyen, soit si tu es vraiment fort, tu peux faire les deux. Donc, je t'offre un service qui coûte le même prix, qui t'oblige pas à supprimer du staff, etc. Tu peux gagner plus. Et qui n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'on peut continuer sur une expérience comme avant? Exactement. Encore une fois, on prend plus de 50% des paiements, mais on prend pas 100% des paiements. Donc, quelqu'un qui veut payer par cash, quelqu'un qui veut payer par chèque, il peut encore le faire. Et si je dois te pousser moi, j'ai eu qu'une fois cette expérience que j'ai trouvée merveilleuse, vraiment très cool en fait, parce que je suis arrivé donc là-bas, j'ai scanné pour voir le menu. Ah non, oui, c'est ça. Tu scannes pour voir le menu et j'ai vu que mon associé Christopher sur Orso Media, notre associé avait un Coca 0 déjà commandé. Bon, alors c'est là où je me suis dit, il faut que je puisse en commander un et je peux pas encore, mais peut-être au moment où on sort l'épisode, tu pourras. On a tout fait, on a trouvé ça génial, super, etc. En revanche, la table d'à côté, les fameuses 7 personnes qui étaient là, à la fin, j'ai quand même vu que c'était le bordel. C'est-à-dire que ils étaient tous debout avec la serveuse en mode bon, alors comment, j'ai pas vu le truc, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une friction d'adoption. Et paiement mixte. J'en ai aucune idée, je sais pas. Justement, okay. C'est là où je te balance ça un peu comme ça en disant
quand est-ce le bordel? Est-ce que ça arrive souvent? Parce que moi, dans mon expérience, on était 2, c'était facile. Dans la table d'à côté, j'ai pas eu l'impression que c'était frictionless, tu vois, facile. Ouais. Heureusement, j'ai presque envie de dire. Là, au moment où on parle, la boîte elle a 6 mois, le produit il a 6 mois. Au moment où vous écouterez ça, bon, on sera pas loin de fêter nos 1 an. C'est de plus en plus frictionless et jour après jour, on améliore l'usage. Sans friction. Hein, donc, sans friction. C'est moi qui ai employé. Il y aura de moins en moins de friction dans l'usage du produit. Est-ce que le produit il est parfait? Non. Est-ce qu'on a géré 100% des cas d'usage? Non. Est-ce qu'on va y arriver? C'est certain. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Est-ce que la première fois que quelqu'un a commandé sur Amazon, il a eu une friction? Oui. Est-ce que la première fois que quelqu'un a commandé un Uber sur Uber, il s'est dit mais attends, mais est-ce que la voiture elle va vraiment arriver? Comment il sait où je suis, etc. Je veux dire, j'ai fait installer Uber à mes parents ce week-end. Et la première commande Uber pour eux a été une catastrophe. Et d'ailleurs, Uber a fait de la merde. Enfin, c'était vraiment de la merde. Et je vais même l'expliquer juste pour te dire, tu vois, le cas d'usage assez rigolo. Mais ils prennent un train un lundi matin. Je leur dis, prenez un taxi, vous saoulez pas d'y aller en transport, etc. Et puis ils avaient un usage plus tard à Ajaccio, aller chercher un Uber. Donc je leur télécharge l'appli, je leur fais installer la CB, etc., etc. Tout est prêt. Ils me disent, est-ce qu'on peut le commander en avance? Je me dis, je vais leur faire full service. On va tester. Ils commandent le dimanche soir pour le lundi matin. Il y a un prix à 7 € et quelques pour aller à Saint-Lazare. Et le lundi matin... La réservation? La réservation. En plus du coût de transport? Non. 7 € pour aller à Saint-Lazare de course. Et là, le lundi matin, on est à l'angle. Tu vois pourquoi il dure toujours beaucoup plus longtemps mes podcasts? Parce que je parle trop. Eh bien, on est à l'angle de chez moi et il est 8h. Le Uber devait arriver à 8h et il arrive pas. Et alors là, je prends mon téléphone, je regarde et je vois que si je réserve moi, la course est à 17 € parce que en fait, c'est le lundi matin et voilà. Et donc, comme Uber a promis une course à 7 €, qui propose à des tas de taxis une course à 7 € et qu'il n'y a aucun Uber qui veut prendre une course à 7 €, il y a personne qui arrive. Et là, mon père me dit, c'est quoi cette merde, machin, etc. Et les taxis, les Uber, tous des cons, etc. Il était vénère. Et je dis, bon, allez, vas-y, va prendre le métro, fais pas chier. Et voilà. Mais donc, en effet, t'arrives encore après 10 ans de Uber à avoir des exactement. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que aujourd'hui, tu as envie de te pointer dans la rue et d'attendre qu'un taxi passe, de lever la main? C'est exactement la même expérience. Plus envisageable. Non, mais j'ouvrais un talk l'autre jour. Il y avait 100 personnes devant moi. Et je dis, qu'est-ce que je fais là? Tout le monde dit, tu demandes l'addition. Donc, j'ai levé la main là dans le studio. Mais tu es en train de demander l'addition. Non, je suis en train d'essayer d'appeler un taxi. Qui l'a fait sur les 2 dernières années? Dans toute la salle, personne n'a levé la main. Et c'est juste, ça te semble plus naturel. Moi, ce que je vous dis. Cette comparaison, elle est fantastique. C'est toi qui l'as trouvée? Bien sûr. T'as bien fait de m'inviter. Ah non, mais c'est super. Mais c'est exactement ça. Et est-ce que dans 1 an, moi, c'est ce que je pense, est-ce que dans 1 an, vous allez vous dire, au resto pour demander l'addition, je lève la main? Mais non. Il n'y a pas de chemin retour. Donc on note que le digital depuis 10 ans ne fait qu'une chose, c'est éviter de lever la main. Donc avant tu levais la main pour appeler un taxi, tu levais la main pour aller au resto. Qu'est-ce qui reste? C'est à l'école, tu lèves la main pour parler à la maîtresse. Donc on va faire bientôt il y aura les tablettes pour plus. Mais du coup on bosse beaucoup moins de triceps quoi. Sur Zoom t'as un bouton lever la main. Ouais, c'est vrai. On y vient. On ne lèvera plus jamais la main. On est triceps sous-développés. Passionnant. Sur le. Arrêtez de lever la main, c'est le titre. Ouais, c'est ça. Faut baisser les bras. Quelle tristesse. Commencer l'année 2022, baisser les bras. T'as recruté un mec génial qui m'a vraiment impressionné quand il était passé, c'est Georges. Épisode, je veux pas dire de bêtises, mais Georges Abiy est là, Too Good To Go. À l'époque, du coup, c'était l'épisode 110 à la Growth. Vous êtes passé de 0 à 300. Toi, dans ton équipe, tu gères combien de personnes? Du coup, t'es Growth et Sales? Ouais, moi j'ai deux scopes, Growth et Sales, et j'aide sur le partenariat. Je parlais de Georges parce que c'est lui qui a permis cette intro et c'est très cool. Merci Georges. Et donc Georges qui est effectivement un mec génial qui lui gère la Growth. À la Growth, on va être une 15aine de personnes au moment où on parle de l'épisode, peut-être 20. Et sur les Sales, au moment où on parle, on va être une petite centaine. On est vraiment dans de l'hyper grosse. En tout cas, moi, de l'hyper scale, j'ai vécu Groupon. Groupon, c'était de l'hyper growth et on onboardait beaucoup de monde. Là, on est sur un rythme qui est encore plus soutenu, quoi. C'est vraiment, on passe de 0 à 300 en 6 mois. Bon, c'est vraiment de l'hyper growth. Vous êtes accompagné?
On est accompagné, on n'est pas si accompagné en soi. Il y a process, il y a méthode, il y a culture, il y a ADN, il y a fit, il y a recrutement. Enfin, il y a tellement de sujets. Je pense que le succès de la boîte, il est basé sur une chose, c'est que on est tous des second, third, fourth time entrepreneurs, quoi. On a tous vu des succès massifs. On a des anciens donc on a Christine qui est une des cofondatrices, qui est une ancienne de Zalando et de Mano Mano. On a les deux founders qui sont les deux fondateurs de Big Mama. On va avoir Nico, notre GM France, qui a fait 8 ans chez Uber. On va avoir Elisabeth, notre GM Angleterre, qui est une ancienne de chez Deliveroo, qui a fait 6 ans chez Deliveroo. On a vu tous ces cas d'usage. On a vu tous les travers qu'il faut pas refaire, etc., etc. Et on a fait tout ça dans des boîtes différentes. Et nous, ce qu'on essaye de créer chez Sunday, c'est le meilleur de tous ces mondes, en essayant de pas reproduire toutes les erreurs qu'on a vues dans nos précédentes expériences. Est-ce qu'on en fait ? Oui, bien sûr, à la vitesse où on va, forcément. Mais on essaye de créer la bonne culture, on essaye de créer les bons rituels, on essaye de créer la bonne chose. Donc là, vous le voyez pas, mais il y a une araignée sur le micro de Laurent, c'est magnifique. Sur le micro devant le... Elle est cocotte. Et on essaye de faire ça au mieux et de permettre le passage à l'échelle le plus simple pour tous les collaborateurs. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Ou qu'est-ce qu'il faut faire ? De toi dans ta partie sales. Okay. Donc t'es sur du recrutement de restaurants, c'est un métier à l'ancienne, il faut parler aux gens, t'as des groupes, c'est facile pour aller choper un Big Mama et ses 18 restaurants par exemple, vous êtes les créateurs, mais le restaurateur individuel, comment tu montes ça à l'échelle ? Qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire ? Quels sont tes apprentissages ? Donc la première chose, c'est les conseils que là je vais donner, c'est des conseils dans le référentiel de Sunday, qui sont peut-être pas valables pour toutes les boîtes. Il y a plein de boîtes qui sont pas dans un contexte d'hypercroissance, il y a plein de boîtes qui sont pas dans un contexte multi-continental, etc. Et donc le conseil sera pas valable pour tout le monde. Donc ça c'est spoiler alert, quoi. Mais à mon sens, qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose, c'est qu'il faut bien recruter. Tu fais pas un passage à l'échelle avec des gens qui sont pas au niveau. On a un niveau d'exigence qui est très fort chez Sunday parce qu'on a un niveau d'ambition qui est très fort et donc faut mettre les niveaux de compétences en face des niveaux d'ambition. La deuxième chose qu'il faut faire sur une équipe commerciale, c'est d'avoir les bons niveaux d'objectifs. Faire des choses qui soient raisonnablement ambitieuses et raisonnablement atteignables et garder ce niveau de tension. Mais t'es en dehors de la raison quand tu lèves 130 millions en l'espace de 8 mois et que tu passes de 0 à 300 et 3000 restaurateurs. Je sais pas. Moi, je pense que c'est très raisonné en fait. C'est juste mettre en face. Quoi. C'est ça. C'est mettre en face d'ambition, des moyens et faire orchestrer tout ça par un groupe d'entrepreneurs qui veut y parvenir. Donc, je pense pas que tu sois en dehors de la raison. Faut juste se dire, bon, avec ce niveau-là, comment tu places les bons objectifs et comment t'orchestres tout ça pour atteindre ces objectifs-là. D'accord ? Je prends l'année dernière, on s'était fixé comme objectif et on s'était fixé cet objectif-là en mai. D'accord ? La boîte est créée début avril, tu as signé 50 restos, quoi. En mai, on a dit, OK, on veut signer 3100 restos. On finit l'année, 3000 restos. Est-ce que c'est déraisonnable du coup ? Bah, je pense pas en fait. Juste tu tires des Excel, tu tires le rationnel derrière, tu fais ton plan de recrutement, etc. Donc la deuxième chose, c'est à mon avis fixer les bons objectifs, bien les penser et bien se dire bon, bah, comment on y parvient et comment on y arrive. La troisième chose, c'est prendre énormément de feedback de tes équipes terrain et de construire le bon pitch, de construire les bons rationnels et de passer du temps avec tes clients finaux. Chez Sunday, t'es tout le temps au restaurant. Mais t'es tout le temps au restaurant. Tu prends 10 kilos, quoi. Je prends un exemple, par exemple. Dans la culture de Sunday, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est une boîte créée par des restaurateurs pour des restaurateurs, ce qui est factuel, quoi. On est vraiment une boîte créée par des restaurateurs pour des restaurateurs. Chaque nouvel entrant, quand il rentre dans sa première semaine, on lui fait faire un service dans un restaurant client chez nous. On l'envoie faire un service, il enfile le tablier, quoi. Quel que soit le poste ? Quel que soit le poste, t'es à la finance, t'es CEO, tu vas dans un resto et tu fais, mais pas forcément du groupe, un restaurant client, quel que soit le resto. Et il y a des restos, je prends Bélanger en Angleterre, ils avaient un problème de staff pendant plusieurs semaines. Bah, on a nos employés qui allaient faire des services le soir et qui allaient aider le resto parce qu'ils trouvaient pas de staff. Et ça, c'est la mentalité, quoi. C'est se dire, je comprends les restaurateurs, je comprends leurs problématiques. Et quand ils te parlent de leurs problématiques et que tu as fait un service la veille au soir, je t'assure que les problématiques, tu les comprends, quoi. Quand ils disent, mais comment je sais si le client, il a payé ou pas ? Bah, tu l'as vécu la veille, donc tu sais y répondre, quoi. Donc, tu fais en sorte de comprendre tes clients, de bien monitorer ton pitch avec ça.
Et tu fais une super feedback loop. Je dirais ça, c'est les gros conseils. Est-ce que y a moins d'erreurs tu sais, parce que le truc très difficile pour un restaurant notamment, c'est d'avoir une addition sur laquelle on t'a ajouté un truc qui n'était pas dans ta commande. Et alors là, tu te dis, le mec, alors oublié, c'est sûr aussi. Ça m'arrive. Mais quand t'es côté client, tu te dis, putain, il a essayé de m'arnaquer, tu vois. Il y a un côté un peu. Est-ce que là-dessus, il y a des trucs notables? Alors là-dessus, pas du tout. Parce qu'encore une fois, on mime le comportement réel du serveur. Ah oui, c'est vrai que c'est le serveur qui fait lui-même la commande encore. En revanche, demain, si c'est le client qui prend la commande, ben là, il y a absolument zéro risque d'erreur. Et il y a zéro risque de trou de caisse. Parce alors que le risque d'erreur, c'est qu'on débarque avec un truc en trop parce que le client a lui-même fait une erreur et que je te sers 2 hamburgers parce que t'en as pris 2. Exactement. Ouais. Et du coup, tu déplaces la responsabilité. Tu t'es pris les pieds dans le tapis? Alors, c'est 8 mois ou 12 mois, pardon, c'est rapide, mais est-ce que t'as eu des fails? Il y a toujours, en regardant dans le rétro, et encore une fois, heureusement, il y a toujours des choses où on se dit, bon, bah, ça, on est passé à côté, on aurait pu mieux faire, etc. Le truc est marrant, parce que c'est positif, donc du coup, c'est quoi vos défauts? Je suis trop perfectionniste. Le truc qui est marrant, c'est quand on lance le communiqué de presse pour le lancement de Sunday, à l'époque, on était 2 sales qui avaient commencé le lundi. Je crois qu'on lance le communiqué de presse le mercredi, quoi. 2 sales sur tous les marchés, hein, sur États-Unis, Angleterre, machin, et moi. On lance le communiqué de presse en se disant, bon, on va avoir une centaine de leads entrants, ça va se gérer, quoi. 4 jours après, 700 leads entrants. On était 3. Tu te dis, mais comment tu gères, etc. Génial, machine à lead en tout cas. Donc, machine à lead, super, machin, etc. Et là, tu te dis, ok, on a le bon time to market, quoi. C'est juste super, mais comment on gère ça à 3, quoi. Et donc là, il y a toute la boîte, t'appelles des potes, tu dis bon, tu fais quoi ce week-end? T'appelles des restos, tu t'appelles tous tes potes head of sales, tu fais quoi ce week-end? Ouais, viens, machin, etc. Et t'appelles, et t'es une machine à traiter du lead. Ça on l'a raté. Est-ce que sur les États-Unis, on l'a raté parce que t'avais sous-estimé l'impact de ce. Jamais tu te dis, tu prends 700 leads en 3 jours. Enfin, qu'est-ce qui explique les 700 leads? Qu'est-ce qu'il avait de particulier Non, mais c'est le go-to-market. C'est juste. Enfin, je pense, c'est juste évident. L'alignement des étoiles, quoi. Bah, le produit, il a trop de sens pour le restaurateur. Il a énormément de sens pour le client. C'est fait par des entrepreneurs qui sont solides, qui t'inspirent de la confiance. Tu as un test validé et réussi dans un grand groupe de restauration européen. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie d'essayer en tant que restaurateur? C'est sûr que tu as envie d'essayer. Mais de là à dire qu'il y a 700 restaurateurs qui te contactent en 2 jours, c'est compliqué. Tu m'as demandé tout à l'heure, moi j'adore cette démarche et on essaie d'être comme ça chez Cosa Vostra avec Laurent. On a tout on appelle ça un design sprint en ce moment, c'est ça, avec les équipes. Design challenge pour améliorer ce qu'on fait. Et toi, une des premières questions quand on s'est parlé, c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux. Donc j'aime bien cette approche et depuis tout à l'heure, alors la première chose, ça a été la commande. Je t'ai dit en fait, je voudrais pouvoir moi aussi dire +1 sur le Coca, comme ça j'en aurais un vite fait en arrivant parce que c'est cool. C'est vrai que ce serait cool aussi. Laurent et moi, on a cette petite manie, c'est que moi, si tu me sers un Coca zéro dans un resto ou même une bouteille d'eau, là c'est plus tiré par les cheveux, mais sans glaçon et sans citron, ça me saoule. Tu vois, je me dis la moindre des choses, déjà même chez moi je le fais, mais c'est un peu la norme en France en tout cas. Bon, ces petites habitudes, mais ça faut que je sois logué, donc c'est pas pour tout de suite. Mais il y a un truc sur les factures aussi, parce que nous on fait beaucoup de déj pro ou de petits déj ou de choses comme ça, et en effet, alors de plus en plus c'est seamless grâce à Conto et toutes les applis, mais donc voilà, tu as une notif de ton, alors généralement les meilleurs, hein, parce que les banques traditionnelles généralement elles sont encore loin de ça, qui te dit tout de suite tiens, tu viens de payer tant à tel endroit, t'appuies sur la notif et tu scannes la facture immédiatement et tu peux la laisser. Mais finalement avec Sunday, je pourrais probablement rapprocher directement mon compte, alors la Conto en l'occurrence, tu sais que c'est telle carte, tel truc, et boum, envoyer la facture sans même que j'ai rien à faire. Exactement. Donc là, tu es encore en avance de phase, mais c'est bien, ça veut dire qu'encore une fois, on est aligné avec les utilisateurs. Je fais du conseil, hein, tu sais, on est payé pour ça, donc si tu veux, Non, mais c'est bien que tu le fasses gratuitement, ça me va très bien. Demain, l'expérience, et donc ça va être dans tout un bucket d'intégration qu'on peut envisager avec le produit Sunday, c'est de se dire, je paye, je suis directement connecté à Spendesk, à Conto, etc. Comme moi, j'envoie la facture par email aujourd'hui, ou qu'elle est téléchargeable directement, plutôt que de faire ça, je pourrais parfaitement avoir une option. Ok, bah,
envoyé directement dans Spendesk. C'est directement notifié, j'ai plus à rentrer ma note de frais, etc. Et là, pour le coup, moi, je me rappelle, il y a 10 ans, je voyageais beaucoup chez Groupon. Je me rappelle, mes vendredis, j'avais un créneau bloqué dans mon agenda avec ma pile de tickets. Ouais. Et tu les rentres les uns après les autres, et il y en a un qui s'est un peu déchiré, et machin, etc. Et à la fin du mois, tu as toujours perdu 200 balles, parce que tu peux pas passer ta note de frais, etc. Bah là, tu t'économises 2 heures. Nous, notre J'ai fait des jours et demi entiers au mois de mai avec ma comptable, mais un jour et demi encore j'ai fait ça. Là en début non, il y a quelques années sur les factures, c'est fini. Je comprends. Et nous, ce qu'on dit, c'est on n'est pas une fintech. On est une time tech. Notre but, c'est de faire gagner du temps aux utilisateurs. Mais c'est pour ça qu'on a appelé ça Sunday. Sunday, c'est le moment où tu passes du temps qui est de qualité, qui compte, etc. Et nous, on a envie de redonner ce temps-là pour faire des choses. Si vous êtes passionné de sport, bah, tu fais du sport au lieu d'attendre ton addition, etc. Tu mets tout bout à bout. Ça te fait gagner des jours à la fin de l'année. Et alors, un truc qui est aussi un autre éléphant dans la pièce... c'est qu'il y avait l'histoire pour moi des serveurs. Bon, je t'ai posé cette question. Il y a l'histoire des logiciels de caisse. Moi, je suis à votre place. Alors, évidemment, tu pourras pas le dire parce que c'est aussi tes partenaires chez qui tu dois te brancher. Mais tu dis que la next step, c'est quand même dans tous ces restaurants, de leur proposer toute la suite de logiciels pour que je suis un néo-restaurateur. Tiens, viens chez Sunday, je gère tout, quoi. Mais là, tu shortcut Tiller et je sais pas, je connais pas tous ces trucs. Bah, alors, la question est bonne et tu le penses forcément. Tu te dis toujours, bon bah, est-ce que le chemin le plus simple, plutôt que de s'intégrer avec des centaines de caisses, c'est pas de créer ta caisse toi-même et d'y aller. Et d'ailleurs, eux auraient probablement aussi intérêt à proposer leur propre Sunday d'ailleurs. Et ils le font. Les logiciels de caisse se lancent les uns après les autres dans le paiement à table et c'est exactement pour cette raison, tu te dis, bon, bah, c'est logique. Et quand tu prends un peu de recul là-dessus, tu te dis, bon, j'ai 2 choix dans ma vie. Soit, technologiquement parlant, je m'intègre avec des centaines de logiciels de caisse, soit je vais essayer d'aller gagner sur un truc qui est super concurrentiel et super compliqué à faire, 2 millions de restaurateurs dans le monde. Bah, moi, mon choix, il est très vite fait. Je vais pas du tout créer de caisse. J'ai vraiment pas que ça à faire et je m'intègre plutôt avec l'ensemble des logiciels de caisse et au fur et à mesure, je grandis avec eux, j'améliore ma relation, etc., etc. Et de l'autre côté, tu as cette question des logiciels de caisse. Pourquoi moi je pense qu'on aura le produit le plus utilisé par les consommateurs sur le paiement à table, alors même que chacun des logiciels de caisse va le proposer? La première chose, c'est la vision. Moi, je pense qu'on est une marque B2C avant d'être une marque B2B. Moi, je pense que Sunday, c'est un produit qui est à destination des consommateurs finaux et pas à destination des restaurateurs. Un logiciel de caisse, par essence, c'est pas un produit à destination du consommateur. Quoi. Il est pas là pour faire une marque fancy qui va parler à tout le monde et qui va créer de la confiance auprès du consommateur final. Donc, je pense que chacun doit faire son métier. Chacun a un métier qui est suffisamment difficile pour pas aller marcher sur les plates-bandes de l'autre. Et on créera un service meilleur pour le restaurateur en faisant ça tous très bien. Parce que la difficulté là-dessus, c'est que si ton logiciel de caisse par tes centaines est défectueux, c'est fucked up, quoi. Ça fout le bordel pour Sunday, pour tout le monde. Et puis en fait, le restaurateur, il sait pas d'où ça vient. D'ailleurs, il s'en fout. Il va te le mettre sur le dos parce que le logiciel de caisse va dire c'est de ta faute. Toi, tu vas dire c'est le logiciel de caisse. Enfin, donc si tu maîtrises toute la chaîne, par moment, ça peut être aussi plus simple. Oui, mais je crois que ça te fait perdre énormément en vélocité de développement. Ensuite, tu as un autre acteur qui peut rentrer assez facilement. Ça va être un Visa ou un Monetico. Tu vois, enfin, le TPE ou le... Ou Deliveroo ou Uber Eats aussi. Tout à fait. On a tous ces apps en plus. T'es dans une forme de livraison. On n'est pas loin d'Uber Eats en fait. Sauf que t'es pas à domicile. T'es dans le resto. Mais en vrai... C'est pas faux. Je suis complètement d'accord. C'est dans la... Quand tu fais ton SWAT, dans les menaces, oui, c'est des entrants potentiels. Encore une fois, je pense juste que c'est assez proche, mais en fait, c'est pas pareil. Oui, et puis eux, ils ont intérêt à se focus sur d'autres choses. Et en termes de déploiement, ils ont aussi des concurrents. Exactement. Okay. Ça rejoint un peu la dernière question que je vais te poser, c'est pourquoi vous ? On est en 2021 quand on enregistre, quand vous avez lancé, là, c'est début 2022. Il est quand même assez tard. Enfin, tu vois, pourquoi vous ? Qu'est-ce qui a fait la diff ? Je pense juste que... Attends, pardon, je complète. Vous êtes les premiers ? Je pense pas. Non, il y a plein d'acteurs qui ont essayé de se lancer et qui ont voulu lancer ce produit-là en 2015, 2016, 2017, etc. Je pense que première chose, c'est qu'on a l'ambition de pas faire
du paiement à table ou de pas faire de la commande, quoi. On veut faire quelque chose de plus grand avec une vision qui est un peu plus 2 crans, 3 crans, 5 crans plus loin. Et donc, ça change pas mal la donne quand tu te lances sur le marché. La deuxième chose, c'est on a vu d'autres business avant, on a fait grandir des boîtes, on a fait monter des boîtes et donc la boîte elle passe à l'échelle, le 0 à 1 il est très très rapide. Et en fait pour faire ce business là, tu es obligé de passer de 0 à 1 parce que sinon ta transaction elle te coûte tellement cher. Encore une fois, un Stripe c'est 1,8% prix catalogue, quoi. Donc quand tu vas voir un restaurateur qui paye, je sais pas, 0,9, tu lui dis bah pour le paiement à table digital ça va être 1,8. Il te dit bah non merci. Exactement. Donc tu es obligé d'avoir le passage à l'échelle directement. Donc ça change pas mal la donne en termes d'appréciation de marché. Je pense qu'on est une boîte B2C et pas une boîte B2B. Ça c'est le changement majeur d'approche dans cette boîte. Et qui vous rapproche une fois de plus beaucoup plus d'Uber Eats que de Visa finalement. Bien entendu. Ouais. Et les logiciels de caisse. Ouais. Exactement. Et la quatrième chose, je pense que c'est pourquoi nous, parce que pour l'instant c'est nous qui réussissons le mieux là-dessus, quoi. Mais on verra. Honnêtement, moi je prends cette aventure avec beaucoup d'humilité et beaucoup de on prend au jour le jour, etc. Parce que c'est tellement dur le projet sur lequel on est. La montagne, elle est tellement grande. Nous, on est au tout début de la montagne, quoi. Et ce qu'on vise, c'est un projet à 10 ans. Et c'est pas un projet à 2 ans et on cherche pas à faire un home run, quoi. Un quick win, ouais. Non, c'est cool, c'est intéressant. Je me demandais si vous aviez une bonne agence. Tu vois, là, je vais racoler une fois de plus. Non, mais en l'occurrence, souvent dans, tu vois, dans des startups comme ça, on est très obsédé par du ROI immédiat. Et quand je t'entends sur tes approches à long terme, je pense. Vous avez toi, tu es en charge du growth, mais vous avez une head of marketing, communication. On a en l'occurrence, c'est un garçon, Johan Bisson, qui est quelqu'un de. Enfin, qui est quelqu'un de magique et dérangé, quoi. Pour faire une boîte, pour faire une marque comme la nôtre, tu sens que le mec, il a des cases qui sont différentes des nôtres. Il faut être capable de créer pas que du ROI immédiat sur une marque comme ça. C'est ce que je pense en t'écoutant, en fait. Exactement. Je suis complètement d'accord. Et donc, c'est lui qui gère la brand et la communication. Et honnêtement, moi, il m'impressionne tous les jours. Enfin, je suis épaté par ce mec. Et c'est une pièce essentielle de la réussite de Sunday. Top. Écoute, passionnant. Kevin, merci infiniment pour ton temps. C'était super. C'était un plaisir. Merci pour cette bulle de respiration qui permet c'est ce qu'on se disait au début de l'interview. Ouais. On coupe tous les téléphones, on prend un petit peu de temps et on prend un peu de recul. C'était très cool. Je te pose une de mes questions de mes podcasts, mais tu as un réseau social de prédilection. Où est-ce qu'on te suit, toi ? Moi, sur LinkedIn, majoritairement. Ok. Donc, j'ai pas Instagram, j'ai pas connecté à Facebook depuis des années. Donc très bien. C'est LinkedIn. C'était un plaisir. On est à la croisée de pas mal de chemins. Le paiement, l'e-com, comme on l'a dit, l'innovation d'usage, vraiment intéressant. Et la restauration qu'on adore. J'ai fait pas mal d'épisodes, j'ai fait quelques épisodes et toujours passionnant, notamment avec Jean Valfort, fondateur de Devor. Il y a super. J'ai adoré l'épisode, vraiment. Puis on a déjeuné avec lui en même temps et c'était juste après ou avant, mais il était vraiment très cool cet épisode. Et vous pouvez payer avec Sunday dans ces restaurants. Voilà. Kevin, merci infiniment. Avec grand plaisir. Et avant de nous quitter, moi je te dis un truc parce que souvent on le dit pas ou quand c'est son propre podcast, mais Laurent il fait un super podcast quand même, faut le dire. Moi je l'écoute, pas tous, hein, mais quand même assez religieusement, je dois dire. Et à 80, allez, je pense que j'écoute 3 épisodes sur 4, quelque chose comme ça. Et ce qu'il faut, c'est pour le soutenir à fond et faire grossir le panier. On est en termes de growth, hein, tu vois, entre connaisseurs. Bien vous abonner, bien commenter principalement sur Apple Podcast, ça c'est important, mettre 5 étoiles et que c'est un bon podcast. Tous en même temps là, quand je le dis maintenant, à la fin de cet épisode, là tout de suite, vous en mettez, si vous êtes 10, 15, 20, 30 à le faire, ça fait la diff. Vraiment, ça fait remonter le podcast, ça le rend plus visible. Mais surtout en parler autour de vous. Vous avez cet épisode, vous pensez à quelqu'un que ça peut intéresser. Un petit WhatsApp, un petit email, vous faites ça à chaque épisode, 1-2 personnes. Une personne, c'est bien, 1,2 personnes, mais bon, vous pouvez pas le faire, mais en moyenne, donc faites 2 par exemple. Et voilà, c'est ce qui aide ces podcasts à grossir, ce qui nous aide, nous, à aussi derrière les financer avec plein de super partenaires et puis à vous proposer du meilleur contenu plus souvent, etc. Voilà. Et de la même façon, si vous voulez transmettre ce podcast à des restaurateurs ou à des talents qui cherchent une nouvelle aventure, n'hésitez pas, ça me va aussi. Exactement, tu as complètement raison.
Merci Matt, merci Kevin. Passez tous une excellente année et qui a déjà bien commencé. Et je vous dis à vendredi prochain. On a tous des potes restaurateurs en plus. Ouais. Salut. Bye bye. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.